Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est le podcast de la ville, Villeneuve-la-Garenne. Et aujourd'hui, on va retrouver une nouvelle invitée cette fois-ci. Je suis toujours contente quand je reçois des femmes. Ouais. Ça va, Mariama? Ça va très bien et toi? Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Alors toi, tu as grandi à Villeneuve-la-Garenne. Tu es une Villéno-Garennoise de 33 ans. On peut dire ton âge, t'es grave en paix avec. On a eu justement un petit débat avant d'appuyer sur play là-dessus. Tu es directrice d'établissement dans des hôtels parisiens, deux, mais on va pas, voilà, pour le groupe Accor, c'est ça. Oui. Donc le groupe Accor, on rappelle qu'il y a énormément d'hôtels. Je crois qu'il y a Mercure, les Ibis Budget, il y a... Ça va du premier entrée de gamme au haut de gamme luxe, oui. à travers le monde. Donc c'est quand ça, même, t'es dans un grand groupe et t'es directrice d'établissement. C'est ça. Absolument pas négligeable. Et du coup, on va essayer de savoir comment tu as fait pour arriver à ce beau métier qui est directrice d'établissement. Mais avant ça, est-ce qu'on peut retracer ton parcours à Villeneuve-la-Garenne? Tu es née ici? Je suis née ici à l'hôpital Nord 92. Okay. J'ai grandi ici à la Sablière. Et puis j'ai été au collège primaire ici. Puis après, je suis partie à Clichy pour finir mes années de lycée et de BTS également, avant d'aller à Ivry-Courcouronnes. Et voilà. Et c'est comment de grandir à Villeneuve-la-Garenne? En fait, c'est une ville normale, c'est une ville qui est très simple, c'est une ville où les gens, on est tous ensemble. Il y a pas de... Moi, j'ai pas senti la différence, en fait. Okay. Moi, j'ai pas senti de différence. Les parents de mes amis étaient mes parents. Le respect que je donnais à mes parents, je donnais aux parents de dehors. Les personnes avec qui j'ai été à l'école, avec qui je jouais dehors, on est toujours en contact. C'est des frères, finalement, et des sœurs aussi. Non, c'est bon vivre. Villeneuve-la-Garenne, c'est bon vivre. On apprend des cultures des autres, finalement. C'est une très belle phrase. Cette phrase, je veux quand même la marquer. Tu as dit « Les parents des autres sont aussi mes parents ». Et c'est beau parce que ça montre, enfin, tu me diras si je me trompe, mais ça montre quand même qu'il y a il y a vraiment un esprit familial à Villeneuve-la-Garenne. Vraiment, enfin, tes voisins, c'est la famille, vous vivez en collectivité, vous vivez ensemble. Et tu disais, on apprend de la culture des autres parce que tu as grandi, du coup, j'imagine, avec des personnes qui ont différentes origines ici, à la Sablière. T'es de quelle origine? Moi, je suis d'origine guinéenne. Guinéenne, ok. Par mes deux parents, et j'ai aussi un peu de culture ivoirienne. Okay. Mais finalement, j'ai plus grandi avec des personnes qui venaient du Mali, du Sénégal ou même du Maroc, parce que mon entourage est beaucoup marocain. Et donc voilà, donc on apprend des autres. Okay, moi, par exemple, dans la rue, quand on faisait des bêtises dehors, si une maman elle venait et criait, on l'écoutait. Il n'y avait pas à dire je t'en vais balader ou autre. Non, ok, t'as dit, tata, on rentre et puis voilà, fin. Un beau mélange franco-africain à Villeneuve-la-Garenne. Et toi, t'as bercé dedans et c'est ce qui a fait la femme que tu es aujourd'hui. En priorité, entre guillemets, c'est ce qui a fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Mais on va parler de l'éducation cette fois-ci, on va parler de tes études. Être dans les écoles de Villeneuve-la-Garenne, c'était comment? Est-ce que tu as senti qu'il y avait, je sais pas, quelque chose qui... Enfin, il y avait aussi cette sororité dont tu me parles, entre vous tous. Vous êtes hyper proches, vous vous entraidez pour les cours, les difficultés de chacun, vous aviez de l'aide. Moi, de mon époque, en tout cas, quand j'étais à Villeneuve à l'école, on allait pour rigoler. On va pas se mentir. Moi, j'allais à l'école, j'ai pas été la nana la plus intelligente. Enfin, c'est pas réducteur, c'est dans le sens où je suis pas quelqu'un de scolaire de base. Okay. Donc, quand j'allais à l'école, j'allais juste pour aller avec mes copains, mes copines. Il y avait pas forcément ce côté entraide, on s'entraidait dans la tricherie. Il faut dire la vérité, on s'entraidait dans la tricherie. Il y avait pas dire ah oui, moi je viens t'aider pour aller faire tes devoirs. Non, ok, viens on triche, viens on sèche ensemble. C'était ça finalement. On se couvrait. Donc en fait, ce qu'on avait dehors, l'éducation qu'on avait en dehors, l'éducation scolaire, elle continuait. Et finalement, ça fait les personnes qu'on est. Du coup, dire que la scolarité à Villeneuve elle est compliquée, peut-être maintenant. Mais il y a 20 ans de ça l'était pas. Ça l'était pas. T'as fait quoi comme études par la suite? J'ai fait un bac spécifique hôtelier. Faut savoir que moi, mes parents, ils voulaient pas que je fasse de l'hôtellerie de base. Ils voulaient pas que je fasse de la cuisine. Moi, j'étais passionnée d'abord par tout ce qui était les trucs de psychologie, avocat, mais j'étais nulle. Ça veut dire que j'aimais pas l'école. Est-ce que t'étais nulle ou c'est parce que le système éducatif, en fait, ne corrélait pas avec ta manière d'apprendre? En fait, moi, je suis le type de personne, je travaille sous la pression. Ok. J'ai tous mes diplômes, Dieu merci. Mais je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais été la personne studieuse où j'allais devant toute la classe, on me mettait devant parce que je dormais derrière. J'ai jamais été celle qui était devant et qui était là, qui levait la main. Non, ça n'a pas été du tout mon rythme scolaire. Okay. Donc je dirais plus que c'était quelque chose dans laquelle je me suis dit bon, à la maison je cuisine avec ma mère.
La culture africaine fait que on va pas dire qu'on est petit, on va dire forcé. Mais on nous éduque à apprendre à cuisiner. Et je me suis dit, je suis bien dans ça, donc je vais aller faire ça. Ah, j'ai trouvé le bon filon. Mon père ne veut pas que je fasse de bac pro, il veut pas que je fasse de CAP, pas de BEP. Il y a un bac spécifique. À la fin de l'année, j'ai un baccalauréat, j'ai pas un bac pro. Donc, je suis partie, j'ai fait mon entretien à Clichy-la-Garenne, au lycée Renaud-Auffray. Je suis revenue, j'ai été acceptée, j'ai dit à mes parents, c'est ça, je vais faire de la cuisine. Mon père m'a dit non. J'ai dit, non, il y a un bac. Il a dit ok. Donc, j'ai fait un bac spé, avec une spécialisation dans tout. Il y avait de la compta, du droit, tout ce qui en suit. Après, j'ai fait un BTS en art culinaire. J'ai choisi mon option, parce que j'aimais pas la gestion, j'aimais pas l'hôtellerie à proprement dit. Je préférais tout ce qui était art culinaire, restauration, la création et tout ce qui en suivait. J'ai eu mon BTS. J'ai commencé une licence en management d'hôtellerie-restauration à l'international, à Évry-Courcouronnes. Je pense que c'est la première fois où je me suis sentie limitée par ma couleur, limitée par l'endroit d'où je venais, et limitée dans mon axe de chalandise, dans ce que je voulais faire réellement. C'est la seule fois où je me suis dit, punaise, en fait, finalement, là, je ressens qu'il y a une différence entre le traitement entre les autres, les Français pure souche, et nous. Il y a plein de choses que tu viens de me dire sur lesquelles je veux revenir. Déjà, par rapport à tes parents. On va revenir sur la partie racisme parce que je pense que c'est très important qu'on en parle, mais d'abord sur tes parents. Est-ce que tes parents sont voilà... On sait comment sont les parents africains, on va se parler français du nord au sud, on est... Voilà, nos parents veulent qu'on ait un bac, ils veulent qu'on fasse de grandes études, etc. Est-ce que tu as senti qu'ils essayaient de te faire passer à côté de ce que toi, tu voulais vraiment faire ? Est-ce que tu as réussi à leur tenir tête et à aller au bout de ce que toi, tu voulais vraiment faire ? Déjà, il faut savoir que je suis la seule fille. J'ai quatre frères, ah oui. 2 grands et 2 petits. T'es au milieu en plus. Au milieu. et finalement, moi, je vais pas dire que mes parents, ils ont été sévères avec moi. Mes parents, ils ont été justes. Dans le sens où mes parents, c'était tu travailles, tu as au-dessus de la moyenne, fais ce que tu as envie de faire. Tu travailles, tu as tes diplômes, je te paye ce que tu veux. Moi, je fonctionnais comme ça. Ah, tu m'as dit, j'ai mes diplômes, je fais ce que je veux, tu me payes ce que je veux. Moi, j'étais au cadeau. Ah, ça fonctionnait. Et j'ai toujours été très entêtée et très têtue. Ça veut dire que je faisais ce que j'avais envie de faire tant que j'arrivais à leur prouver que par A plus B, que je vais réussir. Ils m'ont jamais réellement imposé quoi que ce soit. Parce que c'était pas forcément la mentalité de mes parents. Ma mère, elle est commerçante. Mon père, il était commerçant aussi également. Il a grandi, il est né en Côte d'Ivoire, donc il avait déjà cette mentalité qui était différente de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire de l'Empire mandingue. Il réfléchissait complètement différemment. Donc sur ce côté-là, il m'a pas réellement imposé, il m'a juste demandé d'avoir un diplôme. Mais pour lui, faire un travail manuel qui était la cuisine, c'était pas quelque chose qui était valorisé de base. À partir du moment où je lui ai montré qu'il y avait autre chose et qu'on avait une autre manière de pouvoir être diplômé, il a compris. Avec le temps et l'évolution a fait que. Mais au prime abord, il était très réfractaire par rapport à ça. Et la cuisine, c'était une passion pour toi ou c'est vraiment parce que c'est quelque chose que tu aimais bien faire sur ton temps libre et du coup tu t'es dit je sais pas où je veux aller, ça c'est sympa, on y va. J'ai toujours été touche à tout, même depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que j'aimais bien tout ce qui était création. C'était quelque chose que j'appréciais. Faire la nourriture avec ma mère, les plats africains, c'est pas ce qui m'animait le plus, mais j'allais parce que j'avais pas forcément le choix. De l'autre côté, j'aimais faire de la pâtisserie et j'aimais faire plaisir. Donc j'ai appris, j'ai apprécié, je regardais et je me dis pourquoi pas. C'est un diplôme derrière. Si ça me plaît pas, je peux quand même rebondir parce que je sors pas d'un circuit pro, mais général finalement, ou technologique on peut dire aussi. Et donc voilà. C'est plus de la passion après. C'est devenu plus une passion qu'une corvée qui était de faire à manger à la maison. C'est important parce qu'on est regardé via ce podcast par les Villéno-Garennois et par beaucoup de jeunes qui peut-être là aujourd'hui cherchent à s'orienter vers quelque chose qui peut potentiellement leur plaire. C'est bien de dire que justement la cuisine c'est quelque chose de très vague. Tu peux avec un diplôme je pense de cuisine, tu peux très bien ouvrir un restaurant, comme bosser dans de grands hôtels, bien comme sûr. Faire de la gastronomie. Enfin et puis tu peux aussi voyager. Je me rappelle moi avoir rencontré avant je travaillais en radio et je me rappelle avoir interviewé un chef de restaurant étoilé qui justement avait ouvert son petit resto bistrot gastronomique en banlieue
banlieue, mais qui à côté de ça était parti voyager, je sais plus dans quel pays, mais je sais qu'il avait fait les États-Unis, il avait voyagé aussi en Asie. Enfin, c'est quand même un travail quand tu le fais bien et quand tu es vraiment passionné et créatif. C'est surtout ça. Voilà, quand tu es créatif et que tu sais, voilà, quand tu voilà, parce que c'est aussi une science de connaître tous les fruits, les légumes. Voilà, c'est une vraie science de les mélanger, savoir ce qui peut sonner super bon, ce qui peut te surprendre. On est toujours en recherche, en vérité. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est quand même devenu quelque chose de... tu vois, en fait, on a tous envie de goûter ce super plat qu'on a vu, aller dans tel ou tel restaurant. C'est devenu hyper riche. Et c'est bien aussi de le dire. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que toi, tu as choisi ce métier-là d'abord. Mais il y a un truc que tu as dit, c'est-à-dire c'est une science. Et c'est réel parce que quand tu es à la maison, on t'apprend pas forcément les règles. On t'apprend à cuisiner correctement, à avoir du goût. Il n'y a pas vraiment de dosage. Quand je suis arrivée à l'école, je me dis, c'est pas possible. On donne une fiche technique, on dit, tu mets tant de grammes, pas plus. Et toi, dans ta tête, tu as ce côté très... écoute, moi, à la maison, on cuisine comme ça. Moi, quand je suis arrivée et que je voyais qu'il n'avait pas le riz ou il n'avait pas le poulet, j'étais en mode, ouf. Je me sentais, je me dis, mais on est dans quoi, là? Et finalement, en fait, tu t'apprends des autres et tu dis, bah, ok, d'accord, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit, lave pas le poulet. Je tiens à préciser que je lave. Okay, toujours. Mais non, mais il y a un débat. Voilà, c'est ça. Il y a un débat sur ça. Et en fait, ils t'apprennent à l'école, on t'apprend à avoir de la structure. On t'apprend à être carré dans ce que tu fais. Parce que la personne qui va manger, si demain il lui arrive quelque chose, c'est toi. C'est ta responsabilité, bien sûr. Dans tout. On t'apprend à faire la marche en avant, à commencer comme ça, à être régulier dans ce que tu fais et à être surtout concentré et penser à ta sécurité. Tu penses à ta sécurité, mais tu penses aussi à ceux des autres. Exactement. Et ça t'apprend une rigueur. Donc, quand j'étais à la maison, bizarrement, quand je rentrais, je voyais ma mère, je disais, fais pas comme ça. Ça y est, en fait, c'était des petits trucs comme ça. Voilà. Ouais. Et c'est ça. Et au final, tu t'ouvres l'esprit. Comme tu as dit, comme la personne qui a voyagé, aux cultures des autres, à la cuisine du monde, et aussi à cette réflexion où on se dit, est-ce qu'il faut forcément que j'aille faire? Je dis pas qu'il faut pas faire d'études, je me permettrai jamais de le faire parce que c'est un bagage, c'est toujours bien. Mais à l'heure actuelle, une personne qui veut faire de la cuisine, elle s'intéresse en allant sur les réseaux sociaux. Une personne qui est passionnée, une personne qui est intéressée, elle fait des tutos. Demain, elle peut ouvrir son restaurant. On te demande d'avoir un certain diplôme pour faire des choses comme la pâtisserie, pour ouvrir une boulangerie ou autre. Forcément, il te faut un diplôme pour pouvoir faire ce type de métier-là. Mais t'es pas dans l'obligation d'aller faire des études comme moi j'ai fait, c'est-à-dire d'aller pousser au maximum, d'avoir un BTS en art culinaire. C'était juste pour dire à mes parents, écoutez, vous m'avez laissé faire ce que j'ai envie de faire, moi aussi je vous remercie et je vous donne mon diplôme. Moi c'est plutôt dans ce sens-là. Je fais ce que je veux, je vous donne le diplôme, mais j'ai quand même fait le métier que j'avais envie de faire. C'était le compromis qu'il y avait pour moi. On revient sur la partie racisme dont tu as parlé tout à l'heure quand tu es vraiment arrivée du coup à l'école, c'est ça? Ma dernière année, universitaire, ma licence, ouais. Ta dernière année, la licence, pourquoi à ce moment-là tu as senti qu'il se passait quelque chose de différent? Je ne l'ai pas connu à l'école, je ne l'ai pas connu en primaire, je ne l'ai pas connu au collège, je ne l'ai pas connu au lycée. Comme j'ai dit encore une fois, on est dans une ville ou dans un secteur où il y a de tout. Tu ne peux pas te permettre, en tout cas, de dire ouais, il est raciste envers moi. On l'est indirectement quand on se fait des petites blagues entre nous, mais c'est bon enfant. On arrive, on l'accepte parce qu'on vient du même environnement. Mais quand tu quittes et que j'avais jamais postulé, j'ai toujours fait à l'école, j'ai jamais fait d'alternance. Moi, je voulais à la bourse, je voulais les vacances scolaires. Donc, je voulais juste continuer à avoir un rythme d'aller à l'école. Je travaillais à côté, je prenais ma bourse, j'étais autonome, mais je voulais pas travailler en société. Mais quand tu arrives en licence, tu as le choix de te dire, écoute, tu n'es plus boursière, tu as dépassé un certain âge, et tu te dois forcément d'aller démarcher des sociétés. J'ai fait un entretien, il se passe super bien, mais top. Le projet que j'avais de mettre, faut faire un projet dans la société dans laquelle tu pars pour être accepté dans ton école. Donc moi, mon projet, c'était juste de réhabiliter la restauration, d'en faire quelque chose de diététique, mais amusant aussi pour les étudiants de l'école. Et je devais m'occuper de cet aspect-là. Donc je fais mon entretien, tout se passe super bien. Je pars en vacances, je vais aux États-Unis pendant 1 mois. Quand je reviens, j'appelle la société, on vous rappelle. À la rentrée à l'université, ils énoncent les noms de sociétés avec les élèves qui sont avec les sociétés. Et moi, j'entends le nom de l'école dans laquelle je devais être en alternance. Je regarde la fille, forcément, on se ressemble pas. Et j'entends le projet. Et c'est mon projet
que j'entends. Et là, je me dis, il y a un problème quelque part. Peut-être qu'on sera deux. Et peut-être qu'ils ont aimé mon idée et qu'ils lui ont proposé et que voilà, quoi. Donc moi, tout bêtement, je me dis, je les rappelle. Ah, mais je comprends pas, j'ai entendu, ah oui, c'est vrai, juste après vous, une semaine après, on a un autre entretien avec une fille. Ok. Et pourquoi on m'a pas pris C'était ton projet. C'était mon projet. Et du coup, au téléphone, quand elle m'a dit, excusez-moi, j'ai demandé, est-ce que c'est une question... C'est raciale. Ouais. Il y a eu un silence. Et là, j'ai compris. Et je me suis dit, ah ouais, c'est la première fois que je fais face à ça. Sur le coup, j'avais la gorge nouée au téléphone. Quand j'ai raccroché, je pleure très rarement pour les trucs comme ça, parce que c'est la première fois que je le vivais. Et je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. Parce que, en fait, je vais pas dire que je disais que mes amis, quand ils disaient, ouais, ils étaient racistes envers moi, je disais, ah, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais en final, si, ça existe réellement. Et là, je l'ai subi. En fait, tant qu'on l'a pas vécu, on s'en rend pas forcément compte. Surtout, je m'identifie beaucoup à ce que tu viens de dire. Parce que moi aussi, la première fois que j'ai vécu du racisme, c'était quand j'étais en licence aussi. Ma dernière année de licence aussi à la fac. Et moi, c'était de par un élève avec qui on m'avait imposé de travailler sur un projet qui, en fait, avait réussi à me saboter, enfin, entre guillemets, donc prendre mes idées. Oui. Et puis, en fait, s'accaparer le travail comme si c'était que lui qui avait fait 80% du taf. Et la prof, qui était blanche, brune aux yeux clairs, qui se vantait en plus d'avoir des bébés métis, disait, enfin, l'a vraiment cru, mais totalement cru. Et quand j'ai haussé le ton en disant que voilà, c'était intolérable ce qui se passait, et surtout que j'étais une très bonne élève en licence, j'avais toujours la mention, je travaillais, j'étais hyper assidue, j'étais hyper investie. C'était la seule matière où j'avais pas eu la moyenne et je lui disais dans les autres cours ça se passe bien. Pourquoi ici il y aura un problème et en fait le moment où je suis partie de la salle en claquant la porte parce que j'étais hyper agacée, les larmes qui montaient, etc. Elle a dit, et ça c'est des gens qui sont venus me le répéter, c'est normal dans sa nature de s'énerver comme ça sous prétexte que les Arabes ils sont toujours zaref. Mais c'est la vérité. Mais ça, ce que tu as su, c'est ce qu'on me dit constamment. Et, voilà. Et à l'heure actuelle, et en fait, c'est ça, pour moi, c'est un fléau de dingue. Ouais. Pour moi, c'est un fléau de dingue. C'est cliché. Parce que faut pas jouer là-dessus. Mais c'est ça. Tu vois. Moi, par exemple, tu vois, quand je réponds au téléphone, ou moi, mon prénom complet, c'est Mariama Luisa. Et quand on m'entend au téléphone et que on me demande la directrice, on peut me demander 2-3 fois, c'est vous la directrice ? Ça me fait marrer. Ça me fait marrer finalement. Donc moi, tout bêtement et bonnement, ah oui, c'est moi la directrice. Et l'air de dire oui, c'est moi. Et je l'ai pas volé. Mais c'est quelque chose qui est constant et c'est répétitif. Ouais. C'est toujours la même chose. Nous, par exemple, au travail, on a un sujet où, avec les équipes, on nous demande d'avoir un certain management. Ou même quand tu es à l'école ou autre, on te demande d'avoir un certain comportement quand tu viens d'un certain secteur. Donc toi, tes émotions, tu ne peux pas les vivre normalement parce que tu as peur qu'on dise « Ah, le comportement de Renoir, ah, le comportement de Rebeu », eux, c'est toujours des énervés. Mais quand c'est le français pur souche qui va... Et encore, une fois, c'est pas réducteur ce que je suis en train de dire, mais qui va avoir libre cours à ses émotions, c'est-à-dire faire preuve de sa frustration, on va dire, lui, c'est totalement normal, qui s'énerve et qui crie. Ouais. Mais nous, on n'a pas le droit d'être fâché, de faire comprendre que là, tout de suite, là, ça me plaît pas. Non, mais c'est même l'intonation. Ça. Une intonation, on va dire que ton nation, parce qu'elle est devenue un peu plus dure, c'est la Renoir de service. Non, mais c'est exactement ça. Et malheureusement, en fait, moi, c'est ces expériences-là, parce que c'était la première, on va dire, entre guillemets, dans ce nouveau monde, parce que la fac, c'était la première fois que je sortais de la banlieue, j'étais à Paris. Donc, les gens, en fait, étaient potentiellement différents de ce que j'avais l'habitude de côtoyer, au final, parce que j'ai grandi à Vitry. Enfin, j'ai grandi à Villejuif, à Vitry, au Kremlin-Bicêtre, donc beaucoup de Renois, d'Arabes, d'Asiatiques. Il y avait des Blancs aussi, mais voilà, en fait, on apprenait tout le monde exactement comme ce que tu me disais au début. Et là, quand tu arrives à Paris, il y a ces gens-là qui nous ressemblent. Mais tu as aussi des gens qui ont grandi dans des milieux plus aisés, qui n'ont pas spécialement grandi avec des gens comme nous, donc qui mettent directement une distance, et même parfois qui font de la discrimination qui est facile. Pour eux, en fait, ils ne se considèrent pas racistes, mais ils se rendent même pas compte que ce qu'ils disent, le fait que, voilà, tu vois, eux, faut faire attention. Ah oui, de toute façon, vous énervez. Vous avez le sang chaud. Mais en fait, ne serait-ce que de dire ça, c'est du racisme. Et ces gens-là s'en rendent même pas compte. Et je profite qu'on est dans ce podcast et qu'on a une histoire assez similaire. Et je conseille à notre communauté, la communauté africaine, vu qu'on a tendance à penser cliché qu'on est des personnes hyper zaref, hyper énervées, qu'on n'arrête pas de s'énerver, s'il vous plaît,
ne jouez pas vous aussi là-dessus. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai entendu beaucoup d'Algériens dire « Ah bah c'est normal, moi je suis une Algérienne, donc je suis Zahaf. » Mais faut pas jouer là-dessus parce que c'est donner du pain à ces gens-là. Ouais. Tu les laisses en fait penser que toute notre communauté est de nature énervée. Ouais. Non, en fait. Il y a des gens qui sont plus nerveux que d'autres, mais dans tout le monde entier est comme ça en fait. Bien sûr. Il faut pas dire que c'est propre à l'Afrique parce qu'au final, regarde, toi, en tant que directrice d'établissement, encore aujourd'hui, enfin, tu peux avoir des personnes, tu vois, regarde, ah, c'est vous la directrice ? Ah ben oui, mais il faut faire quand même attention dans tes expériences, tu vois, tu m'as dit que des gens disaient, ouais, faut faire attention, faut pas s'énerver, mais une personne blanche, par contre, elle, si elle s'énerve, c'est, oui, ça peut arriver, peut-être qu'elle est frustrée, je comprends, elle a une semaine difficile, tu vois, on va pas dire que c'est sa nationalité, ses origines. On va pas te laisser libre cours, en fait, à la personne que tu es. En fait, tu te dis quoi ? Moi, c'est pas ce que moi, je l'ai jamais appliqué pour moi, en tout cas. T'es pas content, c'est la même chose. Ce que j'ai actuellement, on me l'a pas donné. Je suis partie chercher. Et Dieu. C'est ce que je me dis tous les jours. Si ça fonctionne pas ici, ça fonctionnera ailleurs. J'apprends vite, je comprends vite les choses et je les applique vite. C'est un peu ma chance. C'est peut-être pour ça aussi que de l'autre côté, j'ai jamais eu réellement de galère scolaire et après dans le travail. C'est l'humain avec qui j'avais des soucis, mais pas dans mes fonctions. Et je me dis, comme tu as dit, on joue trop sur cette casquette de là, cliché, oui, je suis une Renoir, je suis un rebeu. Bah, donc c'est normal. Ouais, c'est le piment. Non, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que on a une chance que nous, et rares sont qui peuvent l'avoir, en tout cas ceux qui sont pas grandis dans des banlieues, en tout cas pour moi, je le prends comme ça, on a 3 casquettes. La casquette du dialogue familial, de la rue, et de la société. Demain, tu te retrouves dans une situation, des 3 situations, normalement, tu dois être en capacité de pouvoir t'exprimer correctement, de pouvoir mettre les mots et ton intonation pour te faire comprendre face à la personne, l'audimat que tu as en face de toi. Moi, je le vois comme ça. Et je dis, c'est une chance. On est des bons acteurs. Nous, on est des bons acteurs parce qu'on est obligés, entre guillemets, d'avoir cette posture-là. Pour éviter qu'on te stigmatise, on dise que tu es comme ça ou tu es comme ça. Demain, je me retrouve avec ma famille, tu as la Mariama. Demain, tu me retrouves avec mes potes dehors, tu auras toujours Mariama. Tu me retrouves dans une société où, dans un cadre professionnel, avec des personnes qui ne viennent pas de moi, de mon environnement, tu auras quand même Mariama, mais avec une manière de te parler différente. Je m'adapterai à toi. Exactement, parce que c'est le travail. C'est ça. Cela étant dit, c'est pas le perso. Je vais jamais, dans mon entourage et dans la vie de tous les jours, mes copines, c'est la petite blanche. Moi, c'est comme ça qu'on dit, Mariama, la petite blanche, elle est arrivée. C'est comme ça. Pour quelle raison ? Parce que j'ai pas ma manière de parler, elle est jamais vulgaire, elle est jamais truc. J'ai envie de te dire quelque chose, je te le fais comprendre. Mais mon intonation, elle reste toujours la même. Mais ça c'est la petite blanche. Et pourtant, même dans notre communauté, on va dire des trucs qui... la petite blanche, elle est arrivée. C'est difficile, ouais, bah oui. On va me demander, Mariama, s'il te plaît, ça, je dois formuler comment ? Attends, je vais demander à Mariama, elle va me formuler le truc ou... Ouais, je dois lui dire comment ? J'ai une réunion, demain, j'ai ça. Bah, tu dis comme ça. Moi, je trouve pas ça réducteur, je vois rien ça me dévalorise pas, mais je me dis c'est dommage de penser que on est né en France, tu vois. Je suis né à Villeneuve-la-Garenne, toi tu peux être né où tu veux, et t'arrives à dire la petite blanche, copine ou copain, t'es français comme moi, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas de... Qu'on le veuille ou non, dans tous les cas, on est né ici, on choisit pas, on ne choisit pas comment on est né, on ne choisit pas qui sont nos parents, on ne choisit pas la ville dans laquelle on vient au monde, mais dans tous les cas, en fait, on est français sur les papiers. C'est tout. Et ceux qui pensent que c'est pas une chance, moi, je leur dis que ça l'est. Enfin, ça l'est ça parce nous ouvre des portes partout. Hein. Exactement, et surtout, en fait, notre double culture, elle est hyper enrichissante. Bien sûr. Hyper enrichissante. Parce que, en fait, avec une culture, et surtout, je parle pour ma part parce que je suis nord-africaine et française, mais c'est génial en fait d'avoir ces doubles cultures. Pourquoi ? Parce que tu prends ce qu'il y a de meilleur dans chacune d'entre elles. Et c'est comme ça qu'en fait tu forges la personne que tu es. Alors ça va pas être facile tout le temps puisque tu es confrontée au racisme. En plus on est des femmes, on va en reparler du sexisme aussi. Mais voilà, ça va pas être facile tous les jours d'être ce qu'on est. Mais ça reste une force à la fin de la journée. Et c'est important, de le dire. Totalement. Des fois, même quand je parle, je me dis, on va me dire, ta notation. Ah, toi, tu viens de la cité, toi, t'as une intonation. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois, c'est des petites. Mais moi, ça me fait marrer. Mais moi, ça me fait rigoler. Bah, bizarrement, en fait, quand j'ai fini le collège, j'ai décidé d'aller à Clichy-la-Garenne pour la simple et bonne raison que pour moi, Clichy, c'était proche Paris. Donc, je me suis dit, il y aura moins des gens de ma commu. Je vais peut-être aussi pouvoir voir c'est quoi le monde de l'autre côté. Le monde de l'autre côté, Je suis arrivée là-bas.
c'était la dernière année où il y avait le monde de l'autre côté. Okay. Je me suis retrouvée avec encore les nôtres. Moi, ça me dérangeait pas, mais je me suis dit, c'est dommage. Donc, tu te retrouves aussi encore dans les bagarres de Villeneuve-la-Garenne, Clichy-la-Garenne. C'était ça à cette époque-là. Des bagarres c'était ça à l'époque. Okay. Et finalement, j'ai appris différemment. J'ai un peu arrêté de rester sur Villeneuve. Je me suis rapprochée un peu plus de Paris. Donc, j'étais beaucoup plus à me promener, à aller voir ce qui se passait en dehors de mon 92. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, faut voyager. Ouais. Parce que même quitter Villeneuve-la-Garenne, le côté, pour moi, je voyais comme un voyage. Je prenais le bus, j'étais contente. C'est ça. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à Paris. J'y suis retournée hier. Je peux te dire que je me disais, waouh, c'est différent. Voilà, c'est différent. C'est sympa. C'est différent. C'est différent. Même la population. Mais même, c'est fou, hein, parce que même d'un environnement, d'un arrondissement à un autre, c'est pas les mêmes populations. Hein. Oui. Ah oui, franchement, oui, il faut voyager. Et même si tu n'as pas les moyens, juste traverse la route, traverse le périph', tu vas voir, tu vas bien rigoler, hein, vraiment. Et tu vois d'autres choses. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter, de partir un peu. Et après, j'ai Ivry-Courcouronnes. Voilà, ça n'a pas duré, pour revenir sur le sujet, ça n'a pas duré, j'ai fait quoi ? J'ai fait 5 mois. Et j'étais tellement frustrée parce que je voulais plus aller postuler, ça m'avait bloqué. J'étais face à un truc où j'avais pas l'habitude. J'avais jamais vécu ça. Je me suis dit, ah non. Et comment t'as... Ah non, je mens. Tu mens. Ouais, je mens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je mets quelque chose. Mon dernier stage de BTS. Quand tu finis ton BTS, ta première année, tu dois valider ton année, on va faire un stage. Soit tu vas 4 mois à l'étranger, soit tu fais tes 4 mois en France. Je voulais aller en Chine. Ma promo, ils sont allés en Chine, mais j'avais pas envie d'aller apprendre le chinois. Donc, j'allais pas en cours de chinois. Donc, je dis, OK, mon école m'a trouvé mon stage. Ils trouvent les stages pour nous dans les entreprises françaises. La première fois, au prime abord, quand le chef de cuisine m'a vu, c'était en face du Péninsula avant qu'il soit construit. Et c'était un bistrot chic. Et je me suis dit, bon, ok, top. Il nous a regardés, j'étais avec une copine à moi qui est d'origine antillaise, en mode, ah, c'est vous deux. Ok. Ah oui, donc il y a un vrai problème. Ah oui. C'était ça au départ. Et dans la cuisine, il y avait les phrases de... Les gens qui veulent taper les accents... Ah, tu fais ça, hein, des trucs comme ça. Mais vraiment, je me disais... Et je me disais... Moi, sur le coup, tu vois, tu te mets comme ça, tu te dis, c'est pas possible. Mais je me suis dit, tu sais quoi, il est limité de dingue. Tu serres les dents, tu fais ton stage, tu prends ton argent, tu valides ton année. C'était le premier épisode. Mais ça, encore une fois, je me suis dit, c'est un truc qui est constant. Parce que si tu fais attention, quand tu côtoies une autre population qui n'est pas africaine, quand elle va se retrouver avec des personnes qui sont d'origine africaine, dans son intonation, il y aura un petit truc un peu typé africain. Donc j'avais déjà l'habitude de ça à l'école. Mais j'avais pas vécu en société, en entreprise. C'était la première fois où j'étais face à des gens qui te parlaient avec ah oui, Mariama, fais-nous à manger. Toi, tu fais un repas. Moi, je pensais que tu allais faire du mafé. Je suis sans voix. Ouais, je pensais que tu allais faire du mafé. Et du coup, tu dis, mais attends. L'Afrique noire, ça ne résume pas qu'au mafé. Il y a plein de choses. Mais en plus, le mafé, c'est pas du tout guinéen. Non, en fait, ça fait partie de l'Empire mandingue. Finalement, on a tous mais ça se fait peut-être différemment. Ça se fait différemment. D'un pays à un autre. C'est ça. Mais lui, c'était ça. Je voulais manger un mafé. Mais tu nous fais un repas. Voilà, mafé. Et du coup, je me suis dit, bon, ok. Il est limité. En fait, moi, je me dis, toute personne qui a ce type de comportement... 50, 50 ans. 50 ans, c'était un chef de cuisine. Mais encore une fois, avec lui, il a vu au final que ce qu'il faisait, j'avais pas de réaction. Et que ma manière d'être, c'était pas l'image qu'il avait. Donc du coup, il s'est calmé. Au bout du 2e mois, il a vu qu'il n'y avait pas de réaction. Il pouvait tout faire devant moi, je m'en fiche. À la fin, il faut que je valide mon stage. Tu veux que je fasse quoi ? Tu me payes. Ouais, c'est triste, hein. Non, mais c'est triste que tu vois, en fait, parfois, faut serrer les dents et il faut se taire jusqu'à ce que ce soit la fin parce que tu dois valider. Parce qu'en vérité, si tu le valides pas, qu'est-ce que tu vas aller dire à ton prochain recruteur ? C'est ça. Comment tu vas faire ? C'est ça, et je devais passer en 2e année. Tu subis, les gens comme ça, malheureusement, surtout quand on est jeune, on ne sait pas trop comment réagir, on débute. Ouais, c'est ça. Et puis c'est nouveau pour nous, quand on arrive là. Moi, j'étais monde du travail, je le connaissais pas. Donc du coup, quand j'ai postulé dans l'école et que je suis toute contente. Une seule entreprise, je me dis, c'est bon, c'est fini. Elle me dit, superbe. En fait, elle m'encense. Moi, je me dis, conquérante, quoi. Je rentre chez moi, je me dis, c'est bon. Ma mère, elle t'a trouvé, ouais.
T'es sûr, t'as signé? Non, t'inquiète, je pars en vacances. Je reviens de vacances, je suis toute contente. Ah, je raconte mes vacances à tout le monde. Au final, j'ai pas d'entreprise parce que c'était donné à quelqu'un d'autre. Non pas par rapport à ses compétences. Avec ton et projet. Voilà. En plus, et elle sortait. Moi, je sortais d'un bac culinaire. Elle sortait d'un bac management, de gestion. Donc, le projet que moi j'ai mis en place, je pense qu'elle l'a fait correctement. Moi, j'ai stoppé au bout de 5 mois par frustration. Du fait au plus que j'aimais pas ce que je faisais. Donc, je suis partie travailler. J'ai dit, c'est bon, enfin. Et mes parents, je mentais à mes parents. Je disais à mes parents, non, l'an prochain, je reprendrai l'école. Jamais repris. 21 ans, j'avais stoppé. Et tu faisais quoi en attendant? J'avais un BTS en art culinaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai postulé. Je suis partie travailler dans un hôtel à Porte de Bercy en tant que commis de cuisine, pour commencer. Là-bas, c'était 21 piges, premier taf, tu prends ton argent, t'y vas pas, t'es payé. Et je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était cake design, gâteau, et j'aimais beaucoup la pâtisserie, c'est toujours ma passion finalement. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Les week-ends, je faisais des gâteaux. J'avais pris un CDD et je me faisais un salaire en un week-end. Donc je dis, pourquoi je vais travailler dans des cuisines où on casse la tête, où t'es pas forcément épanoui, tu fais pas de créativité, y a rien, c'est pas toi, y a pas ta touche. Et on te demande que d'éplucher, tu sors d'école, tu pensais que j'ai un BTS, ça j'arrive, je vais être directement première de cuisine ou sous-chef ou commis de je sais pas quoi. Pas du tout. Donc, j'ai vu que j'arrivais à me faire des sous en faisant des gâteaux et en vendant des gâteaux tous les week-ends. J'ai arrêté de travailler. Je faisais mes gâteaux pendant 2 ans, j'ai fait ça. Jusqu'à que mes acidiques s'arrêtent. Ouais, j'ai fait des gâteaux. Et je me faisais mon salaire. Je sais pas ce que j'ai fait de l'argent. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah si, je dépensais énormément, j'avais pas cette conscience. T'habitais chez tes parents? J'habitais chez mes parents, mais moi chez mes parents, on payait. C'est-à-dire que je gagnais de l'argent, à la fin du mois, je donnais à mes parents aussi, tu vois, ma participation. Pour moi, c'est ce qui paraissait logique. Mais j'avais cette facilité à aller mettre tout brûler dans les vêtements, dans les chaussures, dans les voyages. Et quand tu dis, j'ai un projet, quand tu regardes que tout ce que tu as pu faire, parce que ça se compte pas en 2000, 3000 euros. En quelques mois, j'arrivais à faire des 10 000 en gâteau. Je me dis, mais punaise, j'ai fait quoi des sous? J'ai pas acheté de voiture, j'avais pas passé mon permis parce que j'en avais pas besoin à l'époque. Et que, comme j'ai dit encore une fois, c'était la méritocratie chez moi. Tu as tes études, tu as tes diplômes, on te paye ce que tu veux. Moi, quand j'ai eu mon bac, on m'a envoyé en vacances 1 mois et demi au Canada. Je voulais un truc, ils me l'ont payé. Mon frère m'a payé mon code, le plus âgé. Donc je me disais, pourquoi je vais me prendre la tête? On me donne déjà parce que je travaille à l'école. Et t'étais jeune, t'as un peu kiffé ta vie, quoi. C'est ça. Et du coup, la réalité, elle revient. Il y a des périodes où c'est un peu plus creux. Les gens, ils consomment pas plus que ça. Et je me dis, mais je vais arrêter les gâteaux et je vais repartir travailler. Je suis repartie travailler. Comment t'es passée justement de cette partie où t'étais un peu auto-entrepreneuse à la maison, tu faisais tes cake design et comment on passe de ça à directrice d'établissement justement? Quand t'es dans la cuisine, quand tu bosses en cuisine, on t'apprend pas à gérer une société, on t'apprend pas à gérer le porte-monnaie, on t'apprend pas à gérer un budget. Quand t'es en cuisine, on t'apprend à gérer des stocks, on t'apprend à faire attention à tes denrées, à ce que tu mets dans l'assiette, au côté sanitaire, encore une fois, comme je dis, et aux problèmes domestiques. Les domestiques, c'est-à-dire les brûlures, tout ce qu'il en est. Et moi, j'ai baigné dans ça depuis l'âge de 15 ans, dans ce côté-là, mais je ne connaissais pas l'autre aspect, la gestion d'un porte-monnaie, la gestion d'un budget, faire un budget, s'occuper d'une équipe différemment. En cuisine, tu parles à qui tu veux, comme tu veux. Tu veux dire à quelqu'un, ferme ta gueule, tu vas lui dire, parce que c'est en cuisine. On se parlait comme ça. Mais vraiment, j'ai vu des choses, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, il va jamais me faire ça. C'est là où le côté tolérance, il me suis dit, bon, je vais un peu prendre des distances avec la cuisine, parce que c'est pas ce que je voyais pas comme ça. Je le rêvais pas comme ça. Et je me suis dit, j'ai eu la chance d'arriver dans un groupe à mes 23 ans. Et j'ai commencé dans leur restaurant. C'était un combo hôtel, restaurant et bar, dans le 78. Et le propriétaire, il avait l'habitude de venir nous saluer, tous ses employés. Et c'est pas commun. C'était la première fois que je voyais un propriétaire venir prendre du temps et parler avec ses employés. C'est bien, voilà. C'est très bien. Vraiment. C'était un monsieur qui voyageait beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'estime parce que c'est lui qui m'a donné ma chance finalement. On a échangé, il m'a demandé j'ai fait quoi comme études, je lui explique et tout ça. Il me dit mais qu'est-ce que vous faites en cuisine? Vous avez une bonne élocution, vous vous présentez bien, qu'est-ce que vous êtes là à cuisiner? Je dis moi j'aime, c'est le côté créatif. Il m'a dit non, ça vous intéresse pas l'hébergement? Je dis non.
Et finalement, le mode de vie que j'avais, c'est-à-dire faire de la coupure, ça m'intéressait plus. Moi, j'avais pris ce contrat-là, qui était dans le 78, donc Villeneuve-la-Garenne, Montigny-le-Bretonneux vers Versailles, ça me faisait une trotte. 7h du matin, tu sors à 5h, voilà. Ouais, j'avais la voiture, j'avais le permis, la voiture. Ok. Donc, pourtant, j'avais fait les bonnes choses. Et ce qui s'est passé, c'est que le contrat était de base en direct. C'est-à-dire, si tu fais 7h, 7h30, 19h, t'es déjà rentré chez toi. Là, ils mettaient des coupures. J'ai dû prendre un appartement en colocation avec ma collègue. Et rentrer tous les week-ends chez mes parents. Donc, je dépensais des sous là-bas. Je me dis, attends. Donc, même les gâteaux, je pouvais plus les faire. Fallait faire un choix. Quand il m'a proposé, on était là à l'ouverture du bar, il me dit, écoutez, si je vous propose quelque chose en hébergement, est-ce que ça vous intéresse? Moi, tout bête et méchant, je lui dis, oui. Mais avec un culot, je lui dis, tant que je garde mon salaire. Là, je suis seconde de cuisine dans ce restaurant-là. Tant que je garde mon salaire. J'accepterai pas en dessous de mon salaire. Je m'en fiche d'être réceptionniste, je m'en fiche de pas avoir un poste, un intitulé plus haut que l'autre, tant que j'ai mon salaire. Je m'entendais plus avec le directeur du restaurant. Je vois le propriétaire, il m'appelle, il me dit oui, il y a ça qui se libère. Ok. Il est adorable ce monsieur. Ouais, ok. Ok. Donc moi je postule. Le directeur à côté, encore une fois, comme on dit, c'est là où le côté femme, le côté origine aussi, on peut le ressentir, le côté sexisme. Il dit pourquoi elle elle est entre guillemets pistonnée pour qu'elle passe en réception. Il y a quel piston de passer de quelqu'un qui est donneuse d'ordre et à qui on va donner des ordres? Moi, je suis arrivée avec des personnes qui étaient plus jeunes que moi qui me donnaient des ordres dans la réception. Mais en 6 mois, encore une fois, parce que j'ai des facilités à apprendre et à assimiler les choses, en 6 mois, je suis passée assistante de direction dans l'hôtel. Non pas parce que j'étais par rapport à mon salaire, mais parce que j'ai montré que j'arrivais à faire les choses rapidement. Et puis il y a une maturité professionnelle. C'est ça qui faisait que tu es sérieuse et si tu t'impliques et que c'est une nouvelle, enfin on t'a c'était alors déjà d'une, c'est pas du tout du piston parce que c'est pas non plus ton cousin ou ton oncle, ce monsieur qui t'a voilà. Oui, mais il a vu un potentiel chez toi. C'est ça qu'il faut se dire. Si t'as dit qu'est-ce que vous faites là, vous parlez bien, vous êtes nanani nanana, c'est que il a vu un potentiel chez toi. D'accord. Toi tu le vois comme ça, moi je le vois comme ça. Mais une personne qui est extérieure et qui est de l'autre côté, il se dit mais pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Mais je pense que c'était de la jalousie, ce monsieur. Ça. Et du sexisme probablement, du racisme peut-être aussi. Donc voilà. Mais à ce moment-là, tu vois, quand ils m'ont proposé le poste après d'assistante de direction sur cet hôtel, ils m'ont appelé dans le bureau. Ouais, Mariama, on voudrait te parler. On voulait te proposer ça. Mais j'ai pas eu de réaction. Ils s'attendaient à ce que je sois là en mode trop bien, que je danse. Je me suis dit merci. Mais sourire, ouais, pourquoi pas. T'es pas contente? Bah si. Et après, il s'est excusé. Il m'a dit, tu sais quoi, au départ, moi, je voulais pas te prendre parce que j'avais eu des échos que t'étais peut-être dur, que on te demandait quelque chose, tu dis ce que t'avais à dire, même si tu le faisais. Et à ce moment-là, il m'a dit, au final, je me rends compte que non, t'exécutes bien et tu vas chercher par toi-même, blablabla. Il m'a raconté sa vie. Et il m'a dit, c'est pour ça que je veux te prendre en tant qu'assistant. Je dis, ok, merci. Ok. Je suis sortie du bureau. Mais il s'attendait à ce que tu te dises, ah ouais, punaise, je veux lui dire merci, trop bien, tu sais. Encore une fois, il y a ce côté image de, vas-y, on va la prendre comme une renard de service. Mais parce que c'est beaucoup ce que beaucoup font en société. Et c'est ça qui me dérange, moi. Et du coup, quand j'ai pris le poste, fil en aiguille, j'ai voulu quitter là-bas parce que ça tournait en rond. Il y avait beaucoup de différences entre ma collègue, c'était un hôtel combo. Je sentais la différence au niveau du travail. Elle rentrait plus tôt, moi, on me demandait d'être un peu plus tard. Je faisais des journées à rallonge. Je voyais, elle se baladait. Je dis, mais attends, pourquoi? Donc j'ai commencé à me rebeller un peu aussi, écoutez. Donc j'ai postulé ailleurs. Le directeur qui était directeur de tous les hôtels de ce groupe-là, qui a su que j'avais postulé ailleurs, il m'a dit, écoute, Mariama, non, je te mets à Gennevilliers. Donc j'étais adjointe de direction à Gennevilliers. Et donc, de 78, je suis passée à Gennevilliers, qui est à côté de Villeneuve-la-Garenne, BNF. Je quitte donc l'appartement que je partageais, je reviens chez mes parents. Covid, mais j'étais contente. Moi, Covid, du coup, on passe un peu plus de temps avec les parents. Et c'est là où on se rend compte que sur les dernières années, entre l'école, la rentrée dans la vie professionnelle, il y a cette distance où on voit qu'on passe plus de temps avec nos parents. On n'est plus avec eux. Donc on n'a pas appris. Il y a plein de choses qu'on ne voyait pas. Moi, mes parents, je ne les ai pas vus prendre en âge. Mais là, je l'ai vu. Donc moi, c'était les dernières années avec mon père, du coup. Finalement, c'était de 2019 jusqu'à 2021. C'était les dernières années avec mon papa. Donc c'était pour moi mes meilleurs moments, finalement. Parce que c'était mon âge adulte.
Donc, il y avait des projets qui commençaient à se mettre en place. Et je me suis rendu compte que je peux gérer quelque chose. Mais il faut que je finalise. Il faut que je passe directrice pour dire, écoute, au moins 2-3 ans, je l'ai fait, je peux aller ouvrir ma société. J'arrive à gérer le budget de quelqu'un, le portefeuille d'une autre personne, une tierce personne, c'est-à-dire on fait confiance parce qu'on me donne, on te fait signer les droits. Quand tu rentres dans une société, délégation de droits. Toute galère, c'est pour ta gueule. Ouais. C'est un problème, le portefeuille, c'est un trou dans le portefeuille, c'est toi. Ok. À partir de ce moment-là, je me suis dit, écoute, c'est autre chose. Donc Mariama m'a dit, tu prends du galon. Moi, avant que mon père ne décède, j'étais encore adjointe de direction. Et c'était à Gennevilliers. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ils m'ont pas laissé... et c'est là que je me suis rendu compte que la société, elle est différente. T'as beau travailler avec les tiens, parce que moi, mon directeur était maghrébin. Dans une société, on oublie. On oublie nos cultures, on oublie le deuil, on oublie le respect de la personne en face de toi, on oublie tout. Tant que moi je suis bien, je m'en fous de toi. Moi, quand mon père est décédé, 2 jours après, je suis partie travailler. On m'a pas laissé ce temps. On m'a appelé, il faut que la vie apprenne son cours. Mariama va travailler. À ce moment-là, je dis, bon, c'est quoi, le travail, c'est le travail. Tu fais tes journées, tu rentres chez toi. C'est agressif quand même. Ouais, mais parce que chacun voulait aller en vacances, période d'été. Forcément. Tout le monde va aller en vacances. Ah punaise, si elle vient pas travailler, moi je peux pas bouger, je suis obligée de rester là, j'ai pris des vacances. Conscience professionnelle, et surtout, je supporte pas qu'on me critique. Je suis partie travailler, mes zombies. Donc à ce moment-là, tu commences à prendre une distance et comprendre que il n'y a pas ce côté familial que t'aimes, le côté on s'entraide, on grandit, on te fait monter. Mais j'ai pris... quand il y a une entreprise et surtout quand il y a de l'argent. Oui, en jeu. C'est là que des fois le côté fraternel il se perd et ça on l'entend tous les jours. En on te dit devant tout le monde c'est le travail, en off on te parle en mode musulman. Tu vois. En on est oui, non. Et quand ça va derrière, t'as vu, c'est pas de ma faute. Moi, là, je voulais pas faire. C'est des trucs comme ça. Et tu dis, c'est l'hypocrisie au final que tu supportes. L'hypocrisie professionnelle. Et se cacher derrière ça aussi pour faire des petits coups et s'excuser derrière en disant, c'est pas moi, mais je suis obligée. Oui, voilà. Donc moi, ça m'a un peu forgé. Donc j'ai pris des distances avec le travail. Je me suis dit, je vais me reconcentrer dans mes projets professionnels. J'ai fait une petite lettre. J'ai écrit tout ce que j'avais à dire. J'ai postulé ailleurs. J'ai été prise. Je leur ai dit à cette date-là, je me barre. C'est pas mon problème. Je suis partie dans l'autre hôtel. J'ai atterri dans le 95, un hôtel 309 chambres. J'avais 29 ans. Avec plein d'ambitions. Je me disais, c'est bon, là, c'est mon challenge à moi. Malheureusement, mon père, il va pas pouvoir le voir, mais il y a ma mère qui est là et mes frères, ils vont être fiers finalement. Est-ce que c'est l'endroit où tu es actuellement Non, j'ai quitté. J'ai quitté parce qu'on n'était pas en accord avec... on n'était pas en accord sur la manière de travailler et le système. C'est là où je me suis dit, et ça va paraître grave ce que je vais dire, je ne veux plus travailler avec les nôtres. Les 3 ans que j'ai fait là-bas, parce que j'ai quitté, je suis arrivée à mes 29 ans, j'ai quitté, j'avais 32. Les 3 ans que j'ai fait là-bas, j'ai dit, je ne veux plus travailler avec ma communauté. C'est la dernière fois. Pour quelle raison? Non pas parce qu'on n'est pas performant, parce qu'il n'y a que nous qui travaillons dans le monde hôtelier. Il faut arrêter de croire que c'était comme avant, ou voilà. Mais on est des ingrats, on n'est pas professionnels. Moi, en tout cas, c'est mon retour que j'ai. Et surtout, l'image qu'on renvoie, elle joue en notre défaveur tous les jours. Tous les jours. Et on pense qu'on est dans notre droit en faisant ça. Et t'as beau parler en disant, écoute, t'as vu, moi, on m'a facilité, je suis montée, mets-toi à côté de moi, on monte ensemble. Parce que moi, je me dis que si moi j'ai réussi, tout le monde peut le faire aussi également. En ayant envie, tu prends des gens sous ton aile et finalement tu te rends compte que c'est pas des personnes qui ont forcément envie de travailler et de faire les choses, et c'est des personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues. J'ai passé 3 ans avec j'ai subi des situations où des personnes ils jetaient des fenêtres. Moi dans l'hôtel, il y en a, ils sont 2 tentatives de suicide, un qui est décédé dans l'hôtel. Donc tu dis ça fait beaucoup. 309 chambres, il y a des galères tous les jours, tu travailles, t'es en vacances, t'es au téléphone, tu coupes jamais finalement. Donc t'es tout le temps en train de réfléchir. Je suis arrivée à un point de dépression l'an dernier où je me suis dit burn-out total. J'ai dit je peux plus. Gérer un portefeuille annuel à 5 millions dans cet hôtel-là. C'est déjà un stress énorme. Je suis passée d'adjointe là-bas à directrice en interne avec des personnes qui étaient là depuis plus de 30 ans. Faut gérer aussi l'ego de chacun.
avec des personnes qui sont comme toi et tu as envie de les tutoyer, mais tu peux pas les tutoyer, tu as envie de leur parler la cité des fois, mais tu peux pas le faire parce que tu as un certain statut dans tes managers. Tu peux pas te comporter. Mais je leur disais clairement, dans la vie de tous les jours, tu m'aurais jamais parlé comme ça. Pour la simple et bonne raison que, comme tu sais que je suis la directrice et que je vais pas dépasser les limites et c'est pas ma nature dans tous les cas, je suis pas quelqu'un de passif-agressif, tu te permets. Et ça me faisait sourire. Mais tu arrives à un point où quand tu rentres dans ta voiture, j'appelais mon frère, j'étais en pleurs. J'appelais mon frère, j'étais en pleurs. J'étais en train de me dire, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. Et tu as le côté aussi hypersexualisation, dont on parle jamais dans la société, et qui est réel. C'est le côté Nafissatou Diallo, de se dire, ah ouais, ça existe. Toi, t'étais montée, t'es une directrice parce que t'as fait ça. Des petits trucs comme ça. Toi, c'est ça. Oui, voilà. Et c'est ça. Bon, on me l'a dit. Moi aussi, pareil. Voilà, donc forcément, tu te dis quoi? T'as pas envie... Moi, j'ai pas besoin de te prouver. Mais c'est le sexisme, de toute façon, tu vois, on le vit, mais en plus, nous, tu vois, c'est même pas qu'un simple sexisme, c'est un sexisme mélangé avec un racisme, une discrimination liée à nos origines, tu vois. Je sais que, enfin, on m'a sorti mais des dingueries, des folies, que je peux pas répéter, des choses ultra vulgaires. Bien sûr. Clichés et complètement fausses sur notre communauté, tu vois. Enfin, qui, eux... C'est triste à dire, mais limite, les excitent, tu vois. Genre, on est on est exotique. On est exotique, c'est ça, c'est le terme. On accepte telle chose, était là, mais genre, mais what, en fait, tu viens travailler, et en fait, toi, tu viens travailler avec des êtres humains, tu t'en fous de leurs origines. Et eux, en fait, ils te ramènent systématiquement à ton statut de femme et à ton statut, pour moi, arabe et pour toi de noir, tu vois. Clairement. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et en fait, tu le vis. C'est subir après, finalement. Et on pourrait écrire un livre. Ouais, mais carrément. moi, je suis un peu partie de cette société-là un peu pour ça. J'en parlais avec mon frère, mon grand frère, on a 2 ans d'écart, qui me disait, mais t'es ouf. Marama, porte plainte. Mon autre collègue porte plainte. Tout le monde va te dire, va faire ça. Mais non, pourquoi tu vas le faire, Hélène? En fait, il y a ce côté-là où tu dis, t'es stupide, parce que si c'était quelqu'un d'autre, il l'aurait fait. Une autre personne de notre origine, elle aurait tout droit. Mais toi, tu penses à lui, mais il a des enfants, il a une femme, tu as paniqué sa vie. Mais lui, il s'en quart de ce que tu subis mentalement, ce qu'il va te montrer et tout ça. Tu dis, non, tranquille, c'est rien. Tu vas t'en aller. Tu vois, c'est encore le bon côté de la personne. Et du coup, à cette période-là, je sais quoi, j'ai quitté. Je me suis dit, j'ai fait ce que j'avais à faire dans cet hôtel. C'est-à-dire que j'ai validé mon année de directrice dans un gros porteur, dans un hôtel complètement laissé à l'abandon pour moi, avec 30 employés pour 309 chambres. Je rappelle que normalement, tu dois compter 4 employés par chambre. C'est très peu quand même. Très, très peu. 30 employés. En flux tendu. On t'appelle à pas d'heure. Et je me suis dit, Marama, tu t'es surpassée. Tu as fait ton budget. Tu as fait 7 points de plus sur ton budget. Tu es capable. Tu vois, en fait, c'est juste ça. Moi, j'ai quitté la cuisine réellement pour pouvoir, moi, m'émanciper du monde salarial. C'est ça que je voulais. J'ai quitté là-bas. Une des copines à moi m'appelle, une directrice, elle me dit, vas-y, viens, prends cet hôtel-là, viens sur Paris, quitte la banlieue. C'est ce que je fais. Ça fait 1 an. Dieu merci, je suis épanouie là-bas. À l'Accor Hôtel, du coup, voilà, dans le groupe. Ça a toujours été le groupe Accor. Tous les hôtels que j'ai faits. Mais en franchisé. Ok. Et du coup, ça fait 1 an que je suis dans ce groupe-là. Et là, j'ai pris un hôtel de 49 chambres. J'avais fait que des gros hôtels avant, 149, 179, 209. Est-ce que c'est plus simple, du coup? C'est plus simple. Gestion d'humain, c'est plus simple. J'ai plus de temps pour moi. On me l'a laissé, Là, je suis vraiment une directrice à part entière. C'est-à-dire que je suis pas bloquée. Je gère mon temps. On m'appelle pas à pas d'heure. On respecte mon temps de repos, mon droit à la coupure. Et finalement, tu te retrouves à réapprécier ce que tu détestais. C'est pas ma passion, mais ça me ramène à ma passion première, qui reste la pâtisserie, et aussi le fait de donner aux autres, d'apprendre, d'où mes associations que j'ai mis en place avec mes frères, et mon action première à moi, et ce partage de connaissances. Ma prochaine question, justement, c'était ça. À quoi elle ressemble ta semaine ? À peu près. Est-ce que parfois, tu vas bosser du lundi au jeudi? Est-ce que c'est du lundi au vendredi classique? Est-ce que tu bosses les week-ends? Est-ce que c'est aléatoire en fonction de... C'est un planning différent toutes les semaines? Maintenant, je me dis Dieu merci. Avant, je t'aurais répondu tous les jours. Je t'aurais dit je travaille tous les jours. Et je travaille même la nuit. Même pendant mon sommeil, ton téléphone à 3h du matin, ton téléphone personnel, il sonnait.
Là, depuis 1 an, il y a une structure que j'ai mis en place, ou que je me suis imposée, et que cette société-là aussi m'a imposée, dans laquelle je suis arrivée. C'est-à-dire que dans l'échange que j'ai pu avoir avec les propriétaires, qui sont très proches de leurs équipes et de leurs directeurs, parce que c'est des personnes finalement qui nous montrent qu'ils sont comme nous, ils ne mettent pas de distance. Moi, la PDG, on se tutoie. Alors qu'avant, je n'aurais jamais pensé. Jamais, ouais. On fait des réunions, le soir, ça fait des karaokés. C'est pour dire à quel point il n'y a pas cette... C'est sympa. C'est sympa. Donc, quand je suis arrivée, ils m'ont dit, clairement, nous, le but, c'est que votre vie privée, elle ne soit pas mangée par votre travail. Mes semaines, elles se découpent comme je veux. Ok. Finalement, j'ai un statut cadre forfaitaire, c'est-à-dire au jour annuel, et non pas aux heures. Okay, je dois faire 218 ou 219 jours annuels, entre 2h et 11h par jour de travail. Donc, du coup, si je veux aller travailler lundi, je vais. Si je veux travailler chez moi, je travaille de chez moi. Si je veux faire 2 heures, je vais faire 2 heures. Si je veux... En fait, je découpe j'ai mes week-ends. Okay. Si demain, j'arrive au travail et je vois qu'au bout de 2 heures, c'est bon, j'ai fait ce que j'ai à faire, je rentre chez moi. J'ai pas vocation, j'ai plus cette vocation à me tuer la santé, à trop penser pour une société qui n'est pas la mienne. Je fais mon travail correctement. Je fais en sorte qu'on m'appelle pas pour me dire « Marama, t'as pas fait ce que t'as à faire à la fin du mois. T'as pas fait tes chiffres et tu peux pas justifier ce qui se passe sur ton hôtel. » Je fais mon travail, mais j'ai plus vocation à rester pour rester. C'est un point que je me suis mise. Trouver du temps aussi pour moi, parce que ma vie, elle ne s'arrête pas à l'entreprise, elle s'arrête aussi au projet que j'essaie de mettre en place. C'est pour ça que je te posais la question par rapport à ton planning, parce que du coup, je sais que tu as monté une association. Oui. Tu viens de me dire que c'est avec tes frères que tu l'as monté. J'ai mon association à moi qui s'appelle la Maison de Pacha, qui est vraiment centrée sur l'accompagnement dans les métiers hôteliers, la cuisine et compagnie. Donc ça corrèle quand même avec le métier vraiment, que tu fais. C'est ça. Apprendre aux jeunes qui, même s'ils ne veulent pas aller à l'école, à s'intéresser à quelque chose qui peut... Ça gagne bien. Les réseaux sociaux, tu fais des gâteaux sur Internet, tu peux arriver à avoir un salaire en faisant quelque chose où tu n'as pas forcément fait d'études dedans, tant que tu as les bonnes bases. J'apprends aussi à gérer le côté financier et apprendre aussi à manger correctement. C'est une seconde école, quoi. C'est une seconde école, c'est ça finalement. Tu veux venir, tu veux que je t'aide à faire ton CV pour rentrer dans une entreprise hôtelière, tu veux savoir ce que c'est l'hôtellerie et c'est quoi finalement les avantages et les inconvénients, on y va ensemble. Je vais t'aider. Tu veux faire un atelier, je participe à des ateliers où on m'appelle, j'interviens, où il y a des 8 jeunes, on passe la journée ensemble, on fait à manger. Je t'apprends à tenir un couteau, à faire un plat, à découvrir d'autres choses, d'autres saveurs. Bizarrement, quand tu dis à un gamin, vas-y, on va faire un truc bisque de homard avec du poulet, on va te regarder comme ça en mode... Mais qui va manger ça? Mais comment je peux manger deux? Et puis quand il mange, tu vois, il a des papillons, il est comme ça. Tu dis, attends, il est content le mec. En final, il aime ce qu'il fait, tu vois. En fait, t'éduques des palais à pas, je vais pas critiquer ni donner la marque, mais à pas aller manger du riz avec de la sauce sucrée, quoi. Tu vois. C'est des trucs, en fait, finalement, où je me dis, nous, on a été éduqués par rapport, parce que c'est pas des choses qu'on connaissait. Mais la nouvelle génération, c'est pas des trucs qu'ils connaissent. Donc, moi, je le fais de côté ludique, parce que j'ai cette facilité aussi à échanger avec eux. Je me comporte pas comme une nana qui a dépassé la trentaine. Je me comporte comme une nana qui est juste... On dirait pas. Ouais, je tiens à le préciser. Je me comporte comme une grande sœur où, vas-y, je te parle dans ton langage, tout en restant très respectueuse. Il y a nos limites, il y a les bases. Je te fais des blagues que tu connais et que je connais. J'ai peut-être pas les rêves que vous avez maintenant, mais j'en ai encore, tu vois. Dans ma tête, j'ai pas 34 ans. Donc voilà, donc quand on fait ça, il y a toujours ce côté amusant. Et je me suis dit... à l'époque, on nous forçait à aller à choisir une filière, à faire des trucs. Là, on envoie les gamins parce qu'on s'en fout. Donc moi, l'association, c'était vraiment pour recentrer sur un cœur de métier qui, moi, m'a plu. Et que si je ne m'étais pas intéressée, j'allais toujours dire « Ah, c'est nul ». Alors que ce métier-là, on vit très, très bien, on en voyage. Et il y en a qui, à l'heure actuelle, leurs recettes, c'est même plus eux qui les exécutent, c'est des exécutants qui les font à leur place. Eux, ils sont à la maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que de quelque chose qui n'est pas censé être très glamour, la cuisine, la pâtisserie, les horaires et ceci et cela, c'est glamour finalement. Ça devient quelque chose de visuellement intéressant et attirant et ce métier-là, il plaît. Parce qu'après, tu écoutes aussi le côté financier, parce qu'il faut leur parler du côté financier. Ouais. Tu dis à un petit 15 ans, tu vas aller travailler pour ça. Il va dire non, mais jamais de la vie. Alors quand tu dis, écoute, allez, un week-end, moi quand j'aurais expliqué mon parcours, en montrant, parce que j'ai encore les conversations, j'ai mon cahier que j'ai toujours avec moi. Ça, c'était les commandes que je faisais. Regarde, je charbonnais, je dormais peut-être pas le week-end, mais c'était 2 jours dans la semaine. Donc, tu vends quelque chose, tu leur montres que toi, tu viens du même secteur qu'eux, tu as réussi et tu l'as fait, finalement. Et c'est pas la méritocratie. C'est quelque chose où tu dis, petit à petit, tu es parti le chercher. Et tu n'as pas forcé.
T'as pas eu à courber les chines pour faire quoi que ce soit. Tu fais ça pour ton association, c'est destiné aux jeunes de Villeneuve-la-Garenne ou c'est pour tout le monde? Pour le moment, c'est Villeneuve parce que finalement, c'est la ville dans laquelle je suis née, j'ai grandi et je vis toujours ici. Je suis toujours dans Villeneuve finalement. Et du coup, je fais pas qu'aux jeunes, je fais aussi aux personnes qui cherchent à se réorienter en tant qu'adultes ou des personnes qui cherchent à se réinsérer, qui sortent de prison ou autres, à connaître aussi, à avoir un métier et de voir différemment. Et pas aller faire une école et dire attends, je m'inscris pour m'inscrire sans avoir vu ce que c'était réellement. Moi, je te dis ce qu'il en est. Écoute, ça c'est cool, ça c'est pas cool. Si tu vas faire ça, ces règles-là. Et tu leur parles aussi de tes expériences liées au fait d'être une femme. Toujours. D'origine guinéenne. Toujours. Parce que en fait, les gens ils disent c'est cela. Là, je t'explique comme ça, mais moi, je l'ai pas mal vécu en mode. J'ai jamais été triste. Jamais. Ça m'a fait rire. Moi, ça me faisait toujours rire parce que moi, je me dis, c'est un Mongol. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait marrer parce que à partir du moment où on regarde les parcours de chacun, moi, j'aimais jamais de comparaison. Mais quand on va me dire, ouais, ça, des personnes qui avaient des comportements avec moi très... Vas-y, toi, à l'école, tu dors, tu bosses pas, mais j'ai mon diplôme à la fin de l'année, copain. J'ai mon BTS à la fin de l'année. J'ai bossé pour. Et pourtant, j'avais pas besoin de lever la main. C'est juste que c'est mon flex à moi. Donc, du coup, quand je regarde mon cheminement, je me dis, c'est pour tout le monde. J'ai été bien entourée, pour commencer. C'est-à-dire que mes parents... par rapport à ça, ils étaient derrière moi. Donc je leur dis aussi, c'est aussi un travail des parents. C'est un travail des parents. C'est aussi aux parents de pousser leurs enfants à aller s'intéresser à quelque chose. Faut pas leur fermer leurs portes. Si ton fils il veut faire de la mécanique, laissez faire de la mécanique. Il va gagner. T'ouvres un garage, t'es Elsie. Ton fils il veut faire de la plomberie, on en parlait tout à l'heure, laisse-le faire de la plomberie. Non mais le manuel n'est pas, faut arrêter de penser que quand tu fais un travail de tes mains, t'es forcément le plus bête. Et c'est important aussi de dire qu'en tant que parent, il faut accompagner ses enfants. Je le dis, je le répète, vraiment, vu qu'on est sur YouTube avec ce podcast, c'est important de leur dire que oui, des fois, et c'est vrai dans notre culture, mais pas que, un peu partout dans le monde, tu peux avoir des parents qui ont tendance à rabaisser leur enfant, les comparer avec d'autres. Regarde, un tel, il a fait ça, un tel, il a des bonnes notes et tout. Ouais, mais non, mais accompagne ton enfant. S'il a des lacunes, essaye de trouver des solutions pour qu'il en ait moins ou qu'il en ait plus. Et il aime quelque chose, faut se dire que l'éducation nationale, l'école actuellement, elle admet qu'une seule intelligence. Alors que il y a autant d'intelligence qu'il y a de cerveau. C'est ça. L'école, ça peut être parfait pour un tel, mais pour une autre personne, ça va pas du tout. Clairement. C'est pas fait pour elle. Oui. Et pourtant, cette personne-là, ça veut pas dire que c'est un idiot, un imbécile et une personne qui aura jamais d'avenir et qui va faire que des, pardon d'être vulgaire, mais de la merde. Non, ça se trouve cette personne, elle est capable de faire des choses qui sont beaucoup plus grandes et qui dépassent même tout ce principe de l'éducation, l'école. Donc c'est important en tant que parent et c'est bien que tu le dises. Toi, ce qui t'a aidé, c'est d'être poussé aussi par tes parents. Il faut dire que en tant que parent, faut encadrer. Après, oui, si tu veux absolument que ton enfant il a un diplôme, tu lui dis ok, très bien, et un diplôme, mais à côté, fais ce que tu veux. Voilà, c'est ça, fais ce que tu veux. Si c'est ta passion, je sais pas, c'est le foot, si c'est l'art, si c'est la cuisine, si et ton diplôme, mais à côté de ça, je vais t'accompagner. On va voir les écoles. On va voir comment on peut t'aider à réaliser ton projet, à vivre de ta passion. Et voilà, c'est important d'avoir des parents derrière. Mais un truc que tu dis, et c'est vrai, parce que là, on parle du côté maghrébin et du côté africain noir, mais c'est pas ça. Pour moi, je me dis, c'est toutes, tout immigré. Tous ceux qui sont issus de l'immigration, on a les parents, en tout cas, de notre génération à nous, ils ont ce côté en mode, faut que tu fasses mieux que les autres, l'école. Non, l'école, c'est réel. À l'époque, c'était important. Ça l'est toujours d'avoir cette base, parce qu'il y a des sociétés qui vont te le demander. Moi, par exemple, quand je fais des entretiens d'embauche, je ne regarde pas le CV de la personne, les études qu'elle a fait. Je vais les regarder pour lui poser des questions. C'est bien, tout ça. Mais l'échange, l'humain, l'élocution, la manière de parler, de se présenter, tes hobbies, ce que tu aimes, c'est ce qui fait ta personne, finalement. Ce que tu as sur ton CV, je peux te mentir, moi. Je peux dire que j'ai fait un doctorat de temps, tu vas jamais les vérifier. Quand on vous dit qu'on vérifie les diplômes, si tu vas pas travailler pour l'Assemblée nationale, il y a personne qui va les vérifier ton diplôme. C'est un gros mensonge. Mais quand tu rentres, tu fais un entretien, l'entretien, quand tu le fais, c'est toi et la personne en face de toi, et c'est ce que tu vas ressentir. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours embauché. C'était un entretien pour moi, parce que je me présentais, et je vais voir si toi et moi on peut travailler ensemble.
Est-ce que je peux t'amener là où j'ai envie de t'amener? Est-ce qu'on peut être côte à côte? Si je vois que c'est pas possible, je te laisse de côté. Mais c'est pour ça que moi, je dis, il faut laisser la chance aux jeunes et aux parents aussi d'encadrer leurs enfants pour leur permettre aussi de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Si ton enfant va faire des trucs sur les réseaux sociaux, demande-lui c'est quoi. Si ton fils, il dit, je veux streamer, je veux faire du jeu vidéo, ok, bah va faire des études en fonction de ça. Il y a des grandes écoles qui te permettent de pouvoir apprendre à faire des jeux vidéo, à gamer, plein de trucs comme ça. Donner l'occasion à vos enfants de pouvoir être épanouis et de se ramasser aussi finalement. Et il ne faut pas croire en plus que même dans les métiers streamers, créateurs de contenu, etc., il y a un travail derrière. Il y a des gens, les jeunes qui ont envie de faire ce métier, grand bien leur face, et tant mieux pour eux, mais il ne faut pas oublier que les personnes qui percent aujourd'hui dans ce milieu-là, c'est des personnes derrière, elles ont écrit exactement ce qu'elles voulaient faire, vers où elles vont. Il ne faut pas croire que c'est que de la spontanéité et que la personne est juste en train de jouer. Des fois, il y a des phrases que la personne elle sort, elle les a travaillées super longtemps pour que ça sorte bien au bon moment, etc. C'est écrit, c'est très scénarisé, c'est un travail derrière pour que toi, en tant que téléspectateur, auditeur, tu puisses apprécier ce moment-là. Parce que si c'est quelqu'un qui bug, qui est comme ça, tu vas pas regarder. Donc non, il y a un vrai travail derrière. Il y a un investissement, il y a plein de petits trucs comme ça. Exactement. Et donc du coup, moi en tout cas, c'était l'aspect sur Maison Alpacha. Après, il y a Major. Dans laquelle j'interviens aussi. C'est ton asso avec ton frère. Ça, voilà, mais c'est plus mon grand frère qui est mis en avant dessus, parce que lui, il est plus dans on est tous dans le social. Tu peux me répéter le nom? Major. Et c'est quoi la différence du coup entre ton asso et la sienne? Moi, je suis plus centrée sur l'accompagnement, sur mon métier, qui est la télérestauration, avec des personnes encore qui ont du mal à se recadrer, ou des personnes qui sont sorties d'un cadre scolaire ou qui se recherchent. L'autre côté, dans l'autre Major, c'est plutôt vraiment c'est vraiment du côté j'accompagne des enfants qui sont séparés de leur famille, qui sont placés en famille d'accueil, qui sont à 2 doigts d'être mis dans maison de correction pour jeunes. On leur apprend, en tout cas c'est ce que mon frère fait, à être autonome, parce qu'en rentrée en vie adulte, l'État ne t'aide plus. Il met en place aussi une éducation. En fait, c'est éduquer, aider les personnes qui ne s'entendent plus avec leurs parents, qui sont, entre guillemets, livrées à eux-mêmes. Et donc, Major, c'est surtout ça. Donc, son association, si je résume bien, son association Major, c'est une association Villeneuve-Garennoise ou c'est vraiment... Villeneuve-Garennoise, mais qui est plutôt... on est de Villeneuve. Il a commencé à Villeneuve. Et on essaie de la mettre à Villeneuve, mais actuellement, elle est sur Strasbourg. Il avait eu des jeunes, éducateurs SP, en fait. Ça tourne autour de ça. Des personnes, des enfants qui sont placés et qui ont coupé avec, entre guillemets, qui sont pour moi coupés de l'humanité, parce qu'on les laisse de côté. Donc, ils n'ont plus de structure. Donc, il faut leur apprendre des métiers, il faut leur donner aussi les bases. C'est un nouveau challenge, tous les jours. Parce que toi, ton association, c'est vraiment centré sur ton métier, pour de la réorientation, pour des jeunes qui se cherchent. Tu leur parles des hauts, des bas, des choses compliquées et des choses qui sont super quand on devient, quand on fait ton métier, quand on travaille dans l'hôtellerie, quand on s'intéresse à la cuisine aussi. Et là, c'est un nouveau challenge pour toi parce que là, c'est avec vraiment des jeunes, des mineurs qui passent bientôt à l'âge majeur, qui vont être voués à eux-mêmes en fait, et faut les accompagner pour pas justement qu'ils aillent c'est des dérives quoi. De l'autre côté, après moi de ce côté-là, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de patience, mais je trouve que mon frère il a plus de patience parce que lui il est vraiment dans le côté, on l'appelle il est pédagogue, c'est le professeur, l'appelle le professeur, il a parlé, mais parce que c'est ce qu'il aime. Moi j'aime le côté je t'apprends un métier, je passe du temps avec toi, je t'accompagne, et lui il est plus dans le côté nous on a eu des parents qui nous ont éduqués, qui sont restés à côté de nous et qui nous ont donné des bases de vie qui demain, si on part en virgule, c'est de notre faute, c'est pas la leur. On a un socle qui est solide. Et ces jeunes-là, c'est un socle qu'ils n'ont pas. Ils sont laissés à la dérive, et quand tu laisses des enfants à la dérive qui sont laissés avec l'État, ils n'ont pas d'éducation, pas d'amour, ils ne connaissent pas le respect, ils ne savent pas dire merci. Pour eux, certains ils sont issus ils ont été dans le proxénétisme, plein de petits trucs comme ça. Tu vois, c'est des petits trucs où tu vas récupérer, ils vendaient, ou ils sont à la limite, ils sont border. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment la dernière étape, c'est la dernière chance. Voilà. Vous êtes là pour essayer de leur donner une espèce d'éducation, quoi. Que malheureusement, ils n'ont pas eu. Et qu'ils n'ont pas eu, et la chance que nous, on a aussi, c'est la double culture. Encore une fois, ça revient toujours à la même chose. C'est, comme je dis, on a l'éducation du dehors et l'éducation de la maison. Et rien ne va sans l'autre. Mais si tu n'as que l'éducation du dehors et tu n'as pas celle de la maison, pour moi, excusez-moi du terme, t'es foiré. Pour moi, t'es foiré.
Dehors, ça t'éduque d'une certaine manière. Tes parents, ils ne te connaissent pas comment t'es quand t'es dehors. Ils savent pas. Moi, ma mère, des fois, avait des vœux de moi. Je rigole comme ça à tue-tête. Elle me dit, mais tu rigoles pas comme ça à la maison. En effet, mais t'as pas le contexte finalement, tu vois. C'est pour dire comment on est dehors et arrive à la maison, il y a le côté respectueux, l'aide. C'est un contexte, c'est un cocon que eux ne connaissent pas. Donc le respect des anciens, le respect même de son prochain, de la personne qui a son âge, ils l'ont pas. Pour eux, quand tu leur donnes du chocolat, par exemple, c'est un dû. Tu vois. Et donc, ce que mon frère il met en place avec son association majeure, où moi j'interviens de temps en temps pour montrer mon métier, quand je peux, c'est ces structures-là. Après, j'ai mon petit frère aussi qui intervient dans cette ville-là pour l'association Playground. Lui, c'est autour du jeu vidéo, toujours avec les jeunes. Nous, on est très, très dans le social avec les jeunes. On aime beaucoup ça. C'est voilà. bien. Où, en fait, ça permet, on se dit quoi ? Vous êtes une famille villéno-garennoise hyper investie dans la jeunesse. C'est super important. C'est super. On se dit, nous, nos parents, ils nous laissaient sortir. On avait des horaires. Avant, c'était grave strict, patati patata. Mais finalement, heureusement. Et ils nous mettaient, je me rappelle, ça s'appelait comment service jeunesse. Pendant les vacances, quand ils ne nous envoyaient pas à droite à gauche, et c'était comme ça. Et ceux qui ne peuvent pas aller en vacances, au moins il y a des structures sur Villeneuve qui leur permettent, et c'est ça la chance de Villeneuve, c'est qu'il y a beaucoup d'assauts qui permettent aux jeunes de ne pas rester à faire n'importe quoi, mais de pouvoir aller s'amuser, de pouvoir jouer à la PlayStation, de pouvoir faire des trucs où peut-être qu'à la maison ils n'ont pas. C'est leur récréation aussi. Donc c'est les assos qu'on a mis en place avec mes frères. Mais chacun a la tête de son asso finalement. J'ai une dernière question maintenant concernant du coup ton parcours qui continue, qui ne s'arrête pas à tout ce que tu m'as raconté. Oui. Tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Oui. Tu as envie d'avoir ta propre entreprise. Oui. Quel est ton projet ? Sans trop rentrer dans les détails parce que voilà. Le projet, les gens de Villeneuve qui me connaissent, en même temps comme je dis, ça fait 34 ans bientôt que je suis ici. J'ai eu une crise identitaire, on va dire. J'ai eu Bae Mami Paris, c'était les gâteaux. J'ai eu MLB, c'était les gâteaux. J'ai eu Mariama Luisa Bangura, c'était les gâteaux. Et là, j'ai Ol Pacha, qui est le petit nom de mon père de base. Et la maison Ol Pacha, comme on a dit, c'était la maison mère, là où on apprend. Et là, Ol Pacha, c'est le A, on met en exécution. Le but, ce serait d'ouvrir un salon de thé-café, mais plus un coffee shop. Salon de thé, ça parle plus aux gens pour qu'ils puissent comprendre, mais plus un coffee shop. C'est le projet sur lequel je travaille depuis plus de 6 ans. C'est la peur qui fait qu'on ne se lance pas, c'est pas les capacités. C'est la peur de rater et d'échouer. Donc finalement, c'est ce qui est en train d'être mis en place. Peut-être sur Villeneuve-la-Garenne, ou si en tout cas j'ai l'occasion d'avoir les locaux que je cherche. Et ce serait la finalité. Sortir du monde de l'hôtellerie et de travailler pour moi. Avec, comme j'ai dit, on quitte un métier de passion pour aller faire un métier qu'on n'aime pas, qui ne nous anime pas forcément, mais les connaissances qu'on prend, ils vont nous servir dans nos prochains projets. Et moi, c'est ce qu'il fallait. Pouvoir gérer le portefeuille de quelqu'un d'autre, savoir gérer l'argent, les notions que je n'avais pas. On ne m'avait pas éduqué dans ça. Gérer un budget, m'arrêter à ce budget-là, malgré la frustration. Gérer une équipe à part entière, pour pouvoir aussi, moi, me dire demain, si j'ai ma société, même si j'y mettrais un peu plus de sentiments, plus d'amour, parce que c'est mon petit bébé, je pourrais peut-être le faire correctement, ou je le ferai correctement, parce que le peut-être n'a pas lieu d'être normalement. Quand on t'a demandé de te décrire en 3 mots, t'as mis peureuse dedans. Ouais. Pourquoi peureuse ? Parce que là, tu viens de me parler d'une peur que t'avais par rapport à ton projet. Pourquoi peureuse ? Parce que, avant que tu me répondes, vu que c'est un podcast et que c'est surtout un échange entre toi et moi, et les gens qui nous regardent, peureuse, je le comprends pas. Parce que t'es tellement, enfin, tu m'inspires en tout cas quand j'échange avec toi, une certaine force, des expériences qui n'ont pas été faciles, que ce soit professionnellement, mais aussi le décès de ton père, le fait de devoir au bout de 2 jours retourner travailler et laisser tout ça de côté. En plus, tu as l'air d'avoir été quand même assez proche de lui au point de lui donner, son surnom à ton association. Donc j'imagine que il y a eu tellement de choses qui ont fait que dans ta vie, tu es la femme que tu es aujourd'hui et j'ai du mal à comprendre pourquoi peureuse. Tu vois, c'est pas, en tout cas, tu m'inspires pas ça. Mais peut-être que toi, tu vas m'expliquer et tu vas me dire, ah si. Mais tu vois, c'est rigolo, tu me connais pas, vraiment. Et mon entourage, mais tous, tous ceux avec qui j'ai grandi, même mes frères, ils vont dire, pour les projets des autres, travailler, faire grandir les sociétés des autres, t'es comme ça. C'est en tout cas, c'est ce que les gens ils ressentent. Mais quand c'est pour toi, tu commences à paniquer.
J'ai le même problème. Tu vois. Et quand je te dis peureuse, c'est que moi, tous les jours, quand les gens ils me voient, qu'ils ont déjà mangé mes gâteaux, qu'ils ont déjà commandé, qu'ils ont déjà pris des choses chez moi, Mariama, je comprends pas. Tu dors. C'est pas dormir. C'est que tu sais que quand tu lâches quelque chose qui te rentre quand même une certaine rentrée d'argent ou autre, où tu as travaillé dessus, tu as peur de rater. C'est pas que je connais pas mes compétences ni mes capacités et ce que je fais avec mes mains. J'ai confiance dans mes produits, mais j'ai peur d'échouer. Et quand je te dis peureuse, c'est que j'ai peur de me lancer. De dire, tu sais quoi, vas-y, tout droit. Pourtant, je sais que ça peut prendre. Mais ce côté-là, j'ai encore du mal à lâcher du lust et de me dire, écoute, Mariama, vas-y, lance-toi. Les autres, ils vont me le dire. Mon frère me dit, t'es en train de rater le coche tous les jours. T'es là, t'es tout le monde. Et finalement, t'avances pas. Si, j'avance, mais à mon rythme. Et malheureusement, c'est vrai que notre temps n'est pas celui de Dieu, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est là la peur. La peur, elle n'est pas... J'aurais jamais peur pour t'aider dans ton projet. J'aurais jamais peur pour te dire, fais ça, investis mes l'argent comme ça. Fais-moi confiance tout droit. Ou je vais le faire pour toi. Ou tu me dis, Mariama, j'ai ça tant, je vais te le placer correctement parce que c'est mon métier et qu'on m'a appris à gérer un certain montant. Mais quand il va s'agir de moi, je vais être en stand-by. Elle est là, la peur. C'est juste ça. J'ai exactement le même problème. Donc, je vois exactement ce que tu veux dire. On est toujours bien pour les autres, mais pour soi, ouais. Tu vois, c'est surtout et surtout qu'en plus, après, je sais pas, je pense que ça t'est aussi arrivé dans tes expériences passées, peut-être pas celles que tu as actuellement, mais en fait, tout l'investissement que j'ai donné, pourtant Dieu sait que j'ai énormément travaillé, je me suis beaucoup investie dans les projets des autres, dans les entreprises dans lesquelles j'ai bossé, on me l'a jamais rendu. Et mes amis me disent la même chose que toi tous les jours, en fait, fais les choses pour toi, fais-les, mais il y a tellement de peur, encore une fois, le regard des autres. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va marcher? Parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Et si ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais déprimer? Est-ce que je vais être pas bien? En fait, t'as tellement toutes ces choses-là. Et je vais te donner un conseil que j'applique pas, mais je vais te le donner quand même. Parce que, en tout cas, moi, tu m'inspires, en tout cas, une personne qui peut vraiment réussir professionnellement et humainement. Il faut que des personnes comme toi réussissent. Parce que je pense que tu serais une très bonne... directrice, manageuse et chef d'entreprise. Le conseil que je veux te donner et qu'il faut que je me donne à moi aussi, c'est que faut arrêter de se poser des questions, il faut y aller. C'est vrai, il faut parce que si on se pose trop de questions, on va pas avancer. Mais peut-être que le plus dur, je pense, c'est de se lancer. Une fois que t'es lancé, il y a tellement tout qui va arriver au même moment que t'auras plus le temps de réfléchir et tu feras les choses pour toi. Et comme on dit chez nous, Inch'Allah, ça va prendre. Clairement. Voilà. C'est un très bel échange. Merci je vais te poser une dernière question quand même. Qu'est-ce que toi t'aimerais dire qu'est-ce que t'aimerais dire aux jeunes de Villeneuve-la-Garenne qui aujourd'hui peut-être sont un peu perdus, sont lost, ont vécu aussi du racisme, du sexisme pour les femmes de notre communauté, qui ont vécu ces choses qu'on a partagées aujourd'hui, toi et moi, et qui sont dans cette période de down où elles savent plus quoi faire, elles ont plus envie de bosser, elles sont pas bien. Toi, qu'est-ce que t'aimerais leur dire aujourd'hui? Moi, je vais te dire un truc, je pense pas que eux, elles vont vivre de la même façon que nous, parce qu'encore une fois, comme je dis, nos générations n'est pas la leur. Eux, ils sont plus un peu, ils s'en foutent un peu. C'est ce que je me dis. Génération Covid. Moi, mon petit frère, il a 23 ans, encore une fois. C'est le plus petit. Ils se cherchent, mais en fait, vous chercher ne veut pas dire oublier là où vous venez, oublier ces principes de vie. Faut aller chercher les choses, les chercher correctement, tout en restant respectueux, ne pas oublier sa base, la base d'où on vient, parce que on dit que là d'où tu viens, c'est ce qui te représente réellement, et c'est la vérité. De pas se dénaturer et de pas penser qu'un métier qui avant était dit non flatteur ne pourra pas leur permettre d'être épanoui. Et surtout de s'intéresser à ce qui se passe autour du monde, de voyager. Moi, c'est l'ouverture d'esprit que j'ai pu avoir, c'est en voyageant, en quittant, en allant faire un mois aux États-Unis ou en Asie. C'est ce qui m'a permis, moi, de me dire, écoute, ici, c'est nul, mais c'est encore pire de l'autre côté. Donc, t'es très bien, tu vois. Et c'est ce que je leur dirais. Il n'y a pas de sous-métier, il faut s'intéresser, il faut s'entraider. Parce que Villeneuve, les gens, ils s'entraident. En tout cas, moi, c'est la vie, c'est le regard que j'ai. Quand tu as besoin, en tout cas moi, de mon entourage, je demande, on va m'aider. Et c'est la force de cette ville. Faut pas négliger, c'est une ville qui est en pleine expansion. Y a de quoi faire. Faut juste s'intéresser aux bonnes choses. Et voilà, après, c'est plus les parents finalement. C'est aux parents d'accompagner leurs enfants dans leurs projets, de pas les laisser comme ça à l'abandon.
C'est ce que je dirais. On le répète du coup aux parents qui vont peut-être tomber sur ce podcast. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vos enfants ont envie de faire, essayez de les accompagner. Faites un deal avec eux. Dites-leur, bah, ok, tu me ramènes le bac, tu me ramènes tel diplôme. Mais à côté de ça, Mais à côté de ça, si tu as envie de faire ça, et ben vas-y, on va t'aider, on va essayer de trouver des solutions. Parce que au pire, c'est une leçon. Voilà. Et le meilleur, ce serait quoi ? Bah, ce serait qu'ils réussissent tout simplement et vous serez fiers. Échanger avec eux aussi, c'est vrai. Avant qu'on arrête, il y a le côté aussi, il faut savoir échanger, parler avec son enfant, lui demander s'il va bien surtout. Qu'est-ce qui fait qu'il est tout le temps dehors ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'échange réel ? Culturellement, c'est pas en tant qu'étranger, c'est pas ce que nous nous inculque. Mais dans ma fin de vingtaine, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place avec mes parents. Parce que c'est important aussi de demander qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un manquement quelque part, pourquoi. Et là, au final, tu trouves des solutions. Et je pense qu'il faut savoir échanger entre nous. Et encore une fois, comme j'ai dit, le côté, je vais montrer que oui, c'est parce que je suis d'origine que mon comportement est tel que non. On est né en France, ou pas, pour certains. La manière dont tu parles, c'est comme ça que tu vas te vendre finalement. Comment tu te comportes, c'est comme ça qu'on va te voir. Une personne qui veut te rabaisser par rapport à tes origines ou ta couleur de peau, c'est une personne avec qui tu dois lui répondre par humour. Il ne faut pas lui répondre étant énervé, c'est tout. Et normalement, ça coule de source. Donc voilà. Merci beaucoup, Mariama. J'espère que cet échange avec Mariama va vraiment vous inspirer. Parce qu'en tout cas, moi, il m'a fait beaucoup de bien aussi. Merci. Personnellement, il m'a fait énormément de bien. Je te remercie en tout cas d'avoir prêté ta voix à LVDP et de nous avoir partagé ton parcours. Avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Voix du Peuple. Au revoir.